Dans le vaste légendaire de Tolkien, peu de personnages captivent l'imagination autant que les Istari, également connus sous le nom de sorciers de la Terre du Milieu. Ces figures énigmatiques jouent un rôle crucial dans la formation du Troisième Âge, en aidant les peuples libres dans leur lutte contre le Seigneur des Ténèbres, Sauron. Contrairement aux sorciers traditionnels que l'on trouve dans d'autres récits fantastiques, les sorciers de Tolkien ne sont pas de simples magiciens maniant une magie flamboyante. Ce sont des êtres de grande sagesse et de pouvoir subtil, envoyés par les Valar en Terre du Milieu pour un but précis. Guidés et aidés dans la lutte contre l'ombre grandissante de Sauron. Pour comprendre ce que sont vraiment les sorciers dans l'univers de Tolkien, il faut remonter au tout début de toute chose, à la création de l'univers lui-même. Dans le monde de Tolkien, les sorciers ne sont pas de simples mortels maniant la magie, mais plutôt des êtres spirituels connus sous le nom de Maiar, envoyés en Terre du Milieu avec une mission spéciale. Au cœur de la création de la Terre du Milieu se trouve Eru Ilúvatar, la divinité suprême et créateur de toute existence. Avant même la création de l'univers, Ilúvatar créa les Ainur, des esprits divins nés de sa pensée. Ces esprits se divisent en deux groupes. Les Valar, qui sont les plus puissants et servent de gardiens du monde, et les Maiar, qui sont des Ainur inférieurs, comparables à des anges ou des demi-dieux. Parmi les Ainur, le plus puissant était Melkor, plus tard connu sous le nom de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres et la racine de tout mal. Sous lui, dans la hiérarchie, se trouvaient les Valar, tels que Manwë, le roi des Valar, ainsi que Ulmo, Yavanna et Aulë, qui façonnaient le monde physique. En dessous des Valar, les Maiar servaient et assistaient, agissant en tant qu'agents de leurs puissants homologues. Dans cette structure divine, les sorciers font partie des Maiar. Leurs origines remontent à une époque avant la formation du monde, lorsque les Ainur chantèrent l'Ainu Lindale, la grande musique de la création, qui donna naissance à l'univers d'Arda. Après la création, ces êtres divins entrèrent dans le monde pour le gouverner et le guider, les Valar prenant les commandes et les Maiar, y compris les futurs sorciers, les assistants. Mais l'histoire des sorciers ne commence véritablement que bien plus tard dans l'histoire de la Terre du Milieu, après que le monde ait subi la dévastation de la guerre. Lors de la guerre pour les elfes, les Valar combattirent Melkor pour protéger les elfes qui venaient de s'éveiller. Leur immense pouvoir, mais eut un coût élevé. De vastes régions de la Terre du Milieu furent dévastées pendant ces batailles. Cela se produisit également lors de la guerre de la colère, qui vit la défaite finale de Melkor. À l'époque du Troisième Âge, les Valar avaient appris une leçon cruciale. L'intervention directe dans le monde causait souvent plus de destruction que de bien. Bien qu'ils auraient pu vaincre Sauron, le nouveau seigneur des ténèbres qui avait autrefois été un Maia Daulé, ils craignaient que leur immense pouvoir ne dévaste à nouveau la Terre du Milieu et ses habitants. Pourtant, la menace de Sauron ne pouvait être ignorée. Un compromis s'imposait. La solution des Valar fut d'envoyer des émissaires en Terre du Milieu. Les Istari, ou sorciers. Contrairement aux affrontements précédents avec les puissances des ténèbres, ces 5 sorciers n'allaient pas affronter Sauron dans une bataille ouverte. La décision d'envoyer les sorciers fut prise par Manwë, le roi des Valar, après une délibération minutieuse. Pour éviter une grande destruction, les Valar décidèrent d'envoyer 5 émissaires, les Istari, vêtus sous les formes de vieillards pour dissimuler leur véritable pouvoir et encourager l'humilité. Chaque sorcier était un Maia, l'un des Ainur inférieurs, choisis par différents Valar, reflétant leur parcours et capacités uniques. Le premier et le plus éminent des sorciers était Saruman, à l'origine connu sous le nom de Kurumo, un Maia ayant servi Aulë, le Vala de l'artisanat et de la création. Les compétences de Saruman en matière de création et de connaissance en faisaient un atout précieux, et c'est pour cela qu'il fut choisi par Aulë pour cette mission. Son nom, Kurumo, signifie « homme de talent » ou « homme des appareils ingénieux », ce qui fait allusion à ses capacités de création et de manipulation. Mais le lien de Saruman avec Aulë reflète également l'histoire de Sauron, qui était autrefois un Maia Daulé lui aussi. Un autre Maia choisi pour la tâche fut Alatar, qui servait sous Oromé, le chasseur parmi les Valar.
Alatar fut l'un des deux mages bleus. À ses côtés se trouvait son compagnon Palando, également connu sous le nom de Romestamo, aide de l'Est. Le plus célèbre des sorciers, Gandalf, était à l'origine connu sous le nom d'Olorin. Il était un Maya de Manwë et Varda, mais il avait également étudié sous Niena, la Vala de la douleur, de la compassion et de l'endurance. Lorsqu'il fut d'abord convoqué pour la tâche, Gandalf exprima des doutes, craignant de ne pas être assez fort pour affronter Sauron. Mais c'est précisément son humilité et sa sagesse qui en faisaient le choix parfait. Manwë insista pour que Gandalf parte, et cette réticence allait devenir une caractéristique déterminante de son leadership. Un autre Maya, Radagast, appelé à l'origine Aywendil, fut choisi par Yavanna, la Vala de la nature et des choses qui poussent. La profonde connexion de Radagast avec les animaux, les plantes et le monde naturel le rendit unique parmi les sorciers. Connu sous le nom de magicien brun, l'amour de Radagast pour les créatures de la Terre du Milieu l'a parfois distrait de sa mission initiale, qui était de s'opposer directement à Sauron. Ainsi, les 5 sorciers arrivèrent en Terre du Milieu, chacun avec son propre but et sa mission, sélectionnés par les Valar pour guider et inspirer les peuples libres dans leur lutte contre Sauron. Dans l'un de ses essais sur les Istari, écrit en 1954, Tolkien évoqua une sombre possibilité pour les mages bleus. Il spécula qu'ils avaient peut-être échoué dans leur mission, et pire encore, qu'ils auraient été corrompus par Sauron et qu'ils se seraient tournés vers le mal. Cette théorie s'aligne avec le sort de Saruman, qui, lui aussi, avait commencé comme un sorcier noble, mais finit par trahir sa mission en cherchant le pouvoir pour lui-même. Tolkien écrivit « Ils furent pris au piège par Sauron et devinrent ses serviteurs, oubliant le bien et cherchant le pouvoir. » Alors que les peuples libres de l'Ouest, en particulier Gondor et Rohan, étaient constamment engagés dans des guerres contre les forces de Sauron, ils n'eurent jamais à affronter la pleine puissance des Orientaux et des Haradrim. Cela était dû en grande partie aux luttes internes et à la fragmentation des alliés de Sauron à l'Est. Mais si les mages bleus étaient tombés sous l'influence de Sauron, il est possible qu'ils aient contribué à renforcer ses forces, assurant que l'Ouest reste perpétuellement menacé par des ennemis lointains. Une autre conséquence inquiétante de la corruption des mages bleus est la possibilité que, même après la chute de Sauron, ces cultes sombres aient continué à prospérer. Tolkien mentionna que les mages bleus auraient pu établir des ordres magiques qui persistèrent pendant des âges, créant un héritage durable du mal dans l'Est. Cela implique que la défaite de Sauron n'a pas signifié la fin de tout le mal en Terre du Milieu. Dans les terres éloignées, les ténèbres auraient pu continuer à prospérer, nourries par les sorciers eux-mêmes qui avaient initialement été envoyés pour les empêcher. L'un des moments les plus importants et révélateurs de l'histoire des Istari survient lorsque Gandalf pose pour la première fois le pied en Terre du Milieu et rencontre Círdan, le charpentier de navires. Círdan, l'un des elfes les plus anciens et les plus sages de la Terre du Milieu, dirigeait les Havres Gris, le port d'où les elfes partaient vers les terres immortelles. Contrairement à beaucoup d'autres en Terre du Milieu, Círdan comprenait la véritable nature des sorciers. Il reconnaissait que les Istari n'étaient pas simplement des hommes mortels, mais des esprits mayas envoyés par les Valar pour guider les peuples libres. La prévoyance incroyable de Círdan lui permit de percevoir que Gandalf, bien qu'il apparût comme le plus humble et le moins imposant des sorciers, portait en lui le plus grand esprit et la plus grande sagesse. Lorsque les 5 sorciers arrivèrent en Terre du Milieu, Gandalf fut le dernier à débarquer du navire qui les avait amenés de l'Ouest. Círdan accueillit chacun des sorciers, y compris Saruman, qui fut le premier à arriver, et ensuite Radagast. Mais c'est Gandalf qui attira immédiatement l'attention de Círdan. Malgré l'apparence modeste de Gandalf, avec ses robes grises et son bâton, Círdan reconnut sa véritable valeur. Dans un geste de confiance profonde et de sagesse, Círdan offrit à Gandalf l'un des 3 puissants anneaux de pouvoir elfique, Narya, l'anneau de feu. Narya était imprégné du pouvoir d'inspirer et d'encourager. En offrant cet anneau à Gandalf, Círdan non seulement lui fournit un outil puissant pour l'aider dans sa mission, mais exprima aussi sa confiance dans la sagesse et l'esprit de Gandalf. La décision de donner Narya à Gandalf créa également une tension sous-jacente entre Gandalf et Saruman,
le chef de l'ordre des sorciers. Saruman, qui était arrivé en terre du milieu avec une grande autorité et fierté, fut écarté par Círdan lorsqu'il s'agissait du don de l'anneau. Cet acte planta les graines de l'envie et du ressentiment dans le cœur de Saruman, car il se considérait comme le chef légitime des Istari. L'un des mystères les plus intrigants du Seigneur des Anneaux survient lors du voyage d'Aragorn, Legolas et Gimli à travers la forêt de Fangorn. Alors que le trio se repose près des franges de Fangorn, après avoir poursuivi les Uruk-hai, ils remarquent un vieil homme se tenant près de leur camp. Il est cloîtré, courbé, et s'appuie sur un bâton. Lorsqu'Aragorn s'approche pour lui parler, la silhouette disparaît dans l'ombre de la forêt, les laissant perplexes. Compte tenu de la proximité de Fangorn avec Isengard, la demeure de Saruman, l'hypothèse naturelle est que cet homme pourrait être Saruman lui-même, les espionnant ou tentant de les tromper. Mais lorsque le groupe rencontre plus tard Gandalf le Blanc, la nouvelle incarnation de Gandalf, Gimli lui demande directement si le vieil homme qu'ils avaient vu dans la forêt était Gandalf. Gandalf nie en disant « Vous ne m'avez certainement pas vu. Par conséquent, je suppose que vous avez vu Saruman. Apparemment, nous nous ressemblons tant que votre désir de faire une entaille incurable dans mon chapeau doit être excusé. » Cette explication semble régler la question puisque Gandalf lui-même suggère que la silhouette devait être Saruman. Pourtant, plusieurs indices dans l'histoire jettent un doute sur cette conclusion directe. Le vieil homme aperçu par Aragorn et ses compagnons est décrit comme portant un chapeau, tandis que Saruman est toujours représenté portant une capuche ou des robes sans chapeau. De plus, le vieil homme ne laisse aucune trace de pas, suggérant que la magie ou l'illusion est en jeu. Gimli, toujours méfiant, propose une théorie selon laquelle le vieil homme qu'ils ont vu pourrait avoir été une fantasmagorie maléfique de Saruman, une apparition créée par les pouvoirs du sorcier pour les tromper. Cela suggérerait que Saruman, désespéré et plein de ruses, aurait pu envoyer une projection de lui-même ou une sorte de fantôme pour les espionner. L'idée que Saruman utilise des fantômes est appuyée par Éomer, qui mentionne que « Saruman marche ici et là, disent-ils, comme un vieil homme, encapuchonné et drapé. » Mais une autre possibilité intrigante émerge lorsque nous prenons en compte le troisième sorcier, souvent négligé dans les événements principaux du Seigneur des Anneaux, Radagast le Brun. Radagast, connu pour sa profonde connexion avec la nature et son affinité pour les animaux, vit dans la nature près de la forêt noire, mais ses actions exactes pendant la guerre de l'anneau ne sont pas bien documentées. Certains fans et érudits spéculent que le vieil homme aperçu à Fangorn pourrait avoir été Radagast. Son amour pour la nature et son évitement des confrontations pourraient expliquer sa brève et silencieuse apparition dans la forêt, bien qu'il n'y ait aucune preuve directe pour soutenir cette théorie. La distance géographique entre Isengard et Fangorn soulève également des questions sur la capacité de Saruman à être physiquement présent à Fangorn à ce moment-là. Étant donné que Saruman fut plus tard retrouvé à Isengard par Merry et Pippin lors de l'attaque des Ents, il est difficile de savoir comment Saruman aurait pu se trouver à Fangorn, puis de retour à Isengard, en si peu de temps. Saruman, bien qu'il soit un Maya, était toujours limité par les contraintes physiques de sa forme humaine, contrairement à Sauron ou Melkor à leur apogée. Christopher Tolkien, qui a édité et publié de nombreuses notes de son père, spécula également sur ce mystère. Il suggéra que le vieil homme aperçu à Fangorn aurait pu être une création involontaire de l'esprit de Gandalf. Gandalf passait beaucoup de temps à se concentrer sur les pensées de Saruman à cette époque, et Christopher Tolkien se demande si, en scrutant l'esprit de Saruman, Gandalf aurait pu projeter une image de Saruman que Aragorn, Legolas et Gimli auraient vue. L'un des aspects les plus significatifs de la chute de Saruman est son obsession pour la connaissance des anneaux, en particulier l'anneau unique. Avant même que Sauron ne ressurgisse, Saruman avait longtemps étudié les anneaux de pouvoir elfiques, cherchant à percer les secrets perdus de leur création. Dès le début, Saruman ressentait du ressentiment envers Gandalf pour avoir été proposé comme chef du Conseil Blanc, une position que Gandalf refusa. Cette amertume s'approfondit lorsque Círdan, le charpentier de navires, donna à Gandalf l'anneau elfe Narya au lieu de Saruman. La descente de Saruman vers les ténèbres fut encore marquée par sa décision de voyager secrètement à Mordor
pour en apprendre davantage sur les capacités de Sauron, en particulier son pouvoir sur les anneaux. Pendant ce temps, Saruman découvrit des informations cruciales sur la forge de l'anneau unique, des connaissances qu'il garda secrètes du Conseil Blanc. Au lieu d'utiliser ces informations pour s'opposer à Sauron, Saruman commença à convoiter le pouvoir de l'anneau unique pour lui-même. Son ambition n'était pas simplement de vaincre Sauron, mais de le remplacer en tant que souverain de la Terre du Milieu. Saruman croyait qu'en contrôlant l'anneau unique, il pourrait devenir maître de tous, pliant les peuples de la Terre du Milieu à sa volonté. La trahison de Saruman envers le Conseil Blanc et les peuples libres devint claire lorsqu'il s'établit à Orthanc, la grande tour d'Isengard. Là, il commença à bâtir sa propre armée d'Uruk-hai et forgea des alliances avec des hommes qui lui étaient loyaux, dans le but de rivaliser avec le pouvoir de Sauron. La traîtrise de Saruman fut indiscutable lorsqu'il emprisonna Gandalf à Orthanc, révélant son désir de s'emparer de l'anneau unique et d'établir son propre règne sur la Terre du Milieu. L'un des moments les plus révélateurs de la corruption de Saruman est la découverte de ses trésors secrets à Orthanc après sa chute. Après la guerre de l'anneau, lorsque Aragorn et Gimli explorèrent la tour désormais abandonnée, ils trouvèrent des reliques cachées par Saruman, notamment l'Elandil-Mir, la couronne portée par Isildur lorsqu'il fut tué, ainsi qu'une chaîne d'argent qui aurait autrefois retenu l'anneau unique. Cette découverte suggère que Saruman avait cherché les restes d'Isildur et de l'anneau unique pendant des années, indiquant que son obsession pour l'anneau avait précédé de loin sa trahison ouverte du Conseil Blanc. L'ambition et la soif de pouvoir de Saruman ne l'ont pas seulement amené à trahir les peuples libres, mais l'ont également mis en conflit avec Sauron lui-même. Contrairement à de nombreux autres serviteurs de Sauron, Saruman ne cherchait pas à servir le Seigneur des Ténèbres. Cela faisait de Saruman un troisième parti dangereux dans le conflit pour la Terre du Milieu, s'opposant à la fois au peuple libre et à Sauron dans sa quête de domination. Dès que Gandalf mit le pied en Terre du Milieu, sa mission était claire: aider et guider les peuples libres, non pas en utilisant toute la puissance à sa disposition, mais par la sagesse, le conseil et l'action subtile. L'une des premières et plus importantes actions de Gandalf fut d'initier le voyage de Bilbo Saquet. En encourageant Bilbo à rejoindre la quête de Thorin écu de chêne pour récupérer la montagne solitaire, Gandalf mit en mouvement une série d'événements qui allaient indirectement mener à la découverte de l'anneau unique. Sans l'implication de Gandalf dans le voyage de Bilbo, l'anneau aurait pu rester perdu, et la victoire finale sur Sauron aurait été presque impossible. Mais l'influence de Gandalf sur l'anneau ne s'arrêta pas là. Pendant des années, il étudia l'histoire de l'anneau, cherchant à comprendre sa véritable nature et le danger qu'il représentait. Son acharnement à découvrir la vérité le mena à la conclusion que l'anneau de Bilbo était en réalité l'anneau unique, l'outil principal du pouvoir de Sauron. L'une des décisions les plus critiques de Gandalf fut de confier la tâche de porter l'anneau à Frodon de Saquet. Gandalf comprenait que même les plus nobles des êtres pouvaient être corrompus par l'anneau, et que la seule façon de le détruire était de le placer entre les mains de quelqu'un de humble et peu enclin à succomber à sa tentation. Frodon, avec son caractère simple et sa grande force intérieure, était le candidat idéal. L'influence de Gandalf s'étendait bien au-delà de sa relation avec Frodon. Il joua un rôle crucial dans l'unification des divers peuples de la Terre du Milieu pour lutter contre Sauron. Son amitié profonde avec Aragorn, l'héritier caché du trône de Gondor, fut essentielle pour aider ce dernier à accepter son destin en tant que roi des hommes. Gandalf lui servit de mentor, le guidant sur le chemin qui le mènerait à revendiquer son trône, garantissant ainsi que Gondor est un dirigeant fort et capable lors de l'affrontement final avec Sauron. Le rôle de Gandalf au sein de la communauté de l'Anneau fut également vital. En tant que chef de facto du groupe, Gandalf réunit une collection diverse d'individus, des elfes, des hommes, des nains et des hobbits, chacun avec leurs forces et leurs faiblesses, pour accomplir la dangereuse mission d'apporter l'anneau à Foncombe et au-delà. Son sacrifice dans la Moria, où il affronta le Balrog et tomba dans l'abîme, fut un acte de dévotion ultime à sa mission. Bien que sa chute ait semblé marquer la fin de son parcours, elle ne fut que le début de sa transformation en Gandalf le Blanc, une version plus puissante de lui-même, renvoyée pour terminer sa mission.
Après son retour en tant que Gandalf le Blanc, son influence ne fit que grandir. Il joua un rôle clé dans la bataille du gouffre de Helm, où il rallia les cavaliers du Rohan et aida à inverser la tendance face aux forces de Saruman. Son leadership pendant la défense de Minas Tirith et ses efforts pour guider Denethor et Faramir furent cruciaux pour empêcher la chute de la ville aux mains de Sauron avant qu'Aragorn ne revendique son trône. Peut-être l'une des stratégies les plus brillantes de Gandalf fut sa décision de marcher sur la porte noire du Mordor avec les armées de Gondor et du Rohan. Cette initiative audacieuse proposée lors du dernier conseil avait pour but de détourner l'attention de Sauron de Frodon et Sam, leur permettant ainsi d'atteindre le Mont Destin sans être détectés. En se sacrifiant dans une bataille désespérée, Gandalf et les dirigeants des peuples libres réussirent à distraire Sauron à un moment critique, lorsque l'anneau était sur le point d'être détruit. L'influence de Gandalf ne se limitait pas seulement aux grandes batailles. Son soutien à Théoden, l'aidant à se libérer de l'emprise de Grima Langue de Serpent, revitalisa le Rohan à un moment critique. Son amitié avec Faramir et son soutien pendant les heures les plus sombres du siège de Minas Tirith aidèrent le jeune capitaine à prendre des décisions sages face à une pression écrasante. Gandalf fut celui qui mit les événements en mouvement, guida les personnages clés et orchestra les alliances qui menèrent finalement à la chute de Sauron. Contrairement à Gandalf, Saruman et Radagast, qui jouent des rôles visibles dans les événements de la Terre du Milieu, les Mages Bleus, Alatar et Palando, disparaissent vers l'Est, leur destin étant entouré de mystères. Mais dans les écrits ultérieurs de Tolkien, ces deux sorciers sont liés à certains aspects fascinants et méconnus de l'histoire de la Terre du Milieu, y compris le puissant seigneur elfe Glorfindel. Initialement, les Mages Bleus furent décrits comme arrivant en Terre du Milieu autour de l'an 1000 du Troisième Âge, en même temps que les trois autres sorciers. Mais Tolkien révisa leur histoire dans ses notes ultérieures, suggérant que les Mages Bleus étaient en réalité arrivés beaucoup plus tôt, durant le Deuxième Âge, aux côtés du seigneur elfe Glorfindel. Selon ces récits plus tardifs, Alatar et Palando vinrent en Terre du Milieu non seulement pour s'opposer à Sauron durant le Troisième Âge, mais pour aider les peuples libres dès le Deuxième Âge, bien avant les événements du Seigneur des Anneaux. Les Mages Bleus étaient connus des elfes sous le nom d'Ithryn Luin, ce qui se traduit simplement par les Mages Bleus. À leur arrivée, ils entreprirent un voyage vers l'Est et le sud de la Terre du Milieu, loin des terres bien documentées de Gondor, du Rohan et de la Comté. Leur mission les conduisit dans des territoires largement sous l'influence de Sauron, où ils travaillèrent probablement à déjouer ses plans, peut-être en favorisant la résistance parmi les peuples de ces régions. Mais en raison de leur isolement par rapport à l'Ouest, leurs actes restèrent largement inconnus des elfes et des hommes de Gondor et d'Arnor. Ce qui rend les Mages Bleus encore plus intrigants, c'est leur association avec Glorfindel. Il était à l'origine un seigneur de la cité elfique caché de Gondolin durant le Premier Âge. Il périt héroïquement en combattant un Balrog lors de la chute de Gondolin, mais fut plus tard renvoyé en Terre du Milieu durant le Deuxième Âge. Lorsque Glorfindel fut renvoyé en Terre du Milieu, il ne revint pas seulement en tant qu'elfe, mais comme un être doté d'un pouvoir accru, presque comme un Maïa lui-même. Il joua un rôle crucial dans les événements du Deuxième Âge, en aidant à résister à la montée de Sauron, et son association avec les Mages Bleus dans les écrits ultérieurs de Tolkien laisse entrevoir une mission commune possible. Dans cette interprétation, les Mages Bleus et Glorfindel travaillèrent ensemble pour contrecarrer l'influence de Sauron dans les lointaines terres de l'Est, bien que leurs actes restent largement non consignés dans les récits de l'Ouest. Bien que les premiers écrits de Tolkien suggèrent que les Mages Bleus, Alatar et Palando, aient pu succomber à la corruption, ces révisions ultérieures offrent une vision plus optimiste de leur sort. Dans la version révisée de Tolkien, les Mages Bleus arrivèrent en Terre du Milieu bien plus tôt que Gandalf, Saruman et Radagast. Plutôt que d'être envoyés durant le Troisième Âge, il est dit qu'ils arrivèrent durant le Deuxième Âge, à l'époque de la première montée en puissance de Sauron et de la forge de l'anneau unique. Cette arrivée plus précoce suggère que leur mission n'était pas simplement de soutenir les peuples libres lors de la confrontation finale avec Sauron, mais de résister à son influence bien avant les événements du Seigneur des Anneaux.
Au lieu d'échouer ou de se tourner vers les ténèbres, les notes ultérieures de Tolkien indiquent qu'Alatar et Palando travaillèrent sans relâche dans les lointaines terres de l'Est et du Sud. Ces régions étaient vastes et largement sous l'ombre du pouvoir grandissant de Sauron. Les mages bleus furent envoyés non pour affronter directement Sauron, comme le firent Gandalf et Saruman à l'ouest, mais pour affaiblir son influence en fomentant la rébellion et en encourageant la résistance parmi les peuples de ces contrées éloignées. Tolkien laissa entendre que les actions des mages bleus furent cruciales pour affaiblir la prise de Sauron sur l'Est. Leurs efforts contribuèrent à perturber les plans du Seigneur des Ténèbres, en causant des troubles internes et des révoltes parmi les Orientaux et les Haradrim, qui constituaient les principaux alliés de Sauron. Sans l'intervention des mages bleus, il est possible que ces forces se seraient renforcées suffisamment pour submerger l'Ouest pendant la guerre de l'Anneau. L'importance du travail des mages bleus devient évidente lorsque l'on considère l'immense taille et la puissance des armées de Sauron. Tout au long de l'histoire de la Terre du Milieu, Sauron a constamment compté sur un grand nombre d'hommes venant de l'Est et du Sud, les Orientaux, les Haradrim et d'autres, pour renforcer ses forces militaires. Le fait que l'Ouest n'ait pas été complètement submergé par ces armées durant les grands conflits du Deuxième et du Troisième Âge est en grande partie dû à l'influence des mages bleus. Alors que Gandalf est souvent perçu comme la figure clé ayant guidé les peuples libres vers la victoire, les écrits ultérieurs de Tolkien révèlent qu'Alatar et Palando furent tout aussi importants, bien qu'opérant dans un théâtre de guerre distant et moins visible. Le Conseil Blanc fut établi en l'an 2463 du Troisième Âge, en réponse à l'influence croissante de Dol Guldur, la mystérieuse forteresse dans la forêt noire où le nécromancien, révélé plus tard comme étant Sauron, renforçait son pouvoir. Le Conseil incluait des figures notables comme Elrond, Galadriel, Círdan le charpentier de navires, et les deux sorciers, Gandalf et Saruman, qui jouèrent des rôles de premier plan au sein du groupe. L'un des moments clés de l'histoire du Conseil Blanc survient lorsque Gandalf découvre la véritable identité du nécromancien. En 2063, Gandalf se rendit à Dol Guldur et découvrit que le sombre pouvoir qui y résidait n'était autre que Sauron, qui était revenu en secret en Terre du Milieu pour reconstruire sa force. Gandalf exhorta le Conseil Blanc à agir immédiatement contre Sauron avant qu'il ne retrouve tout son pouvoir. Mais Saruman, qui était déjà absorbé par ses propres ambitions de trouver l'anneau unique, s'opposa à la proposition de Gandalf. Il persuada le Conseil qu'il n'était pas nécessaire d'agir contre Sauron pour le moment, affirmant que l'anneau unique avait été perdu et que Sauron ne représentait pas une menace immédiate. Il croyait qu'en permettant à Sauron de rester à Dol Guldur, l'anneau finirait par se révéler, et Saruman pourrait s'en emparer lui-même. Cette manipulation du Conseil Blanc permit à Sauron de continuer à croître en puissance, tandis que Saruman cherchait secrètement à prendre l'avantage sur Sauron. Un autre moment important du Conseil Blanc eut lieu en 2953, après que Saruman eut passé des décennies à chercher secrètement des traces de l'anneau unique. Lors de ce conseil, Saruman s'opposa une fois de plus à toute attaque contre Sauron, persuadant à nouveau le groupe qu'aucune action immédiate n'était nécessaire. À ce stade, Saruman était sur le point de sombrer dans la trahison complète. Ce n'est qu'en 2941, lors des événements de Bilbo le Hobbit, que Saruman accepta finalement d'agir, bien que ses motivations restent entachées par son intérêt personnel. Le Conseil Blanc attaqua Dol Guldur, forçant Sauron à fuir vers le Mordor, où il déclara ouvertement son retour et commença à préparer la guerre de l'Anneau. Bien que le Conseil Blanc ait réussi à expulser Sauron de Dol Guldur, le conflit plus profond au sein du Conseil lui-même, en particulier entre Gandalf et Saruman, devenait de plus en plus apparent. Tandis que Gandalf restait dévoué à la défense de la Terre du Milieu, travaillant sans relâche dans les coulisses pour empêcher la montée de Sauron, Saruman se refermait de plus en plus sur lui-même, s'isolant dans sa tour à Orthanc et se détournant de ses anciens alliés. Dans les années qui suivirent l'expulsion de Sauron de Dol Guldur, le Conseil Blanc cessa progressivement d'exercer une influence réelle, en grande partie à cause du retrait de Saruman. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.